Prise de débat, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de souhaiter tout d'abord une bonne Saint-Valentin à l'ensemble de nos collègues en espérant que vous puissiez le souligner, même si plusieurs sont au Parlement, donc loin de leurs conjointes et conjoints. Je leur en souhaite néanmoins une très bonne. Alors, ça me fait plaisir d'aujourd'hui d'intervenir sur le projet de loi C10 qui prévoit donc une somme ponctuelle pouvant aller jusqu'à 2,5 milliards de dollars destinés aux provinces et territoires pour les dépenses relatives au dépistage entrepris engagé à partir du 1er janvier 2022. Le projet de loi permet également au ministre de la Santé de transférer à une province ou à un territoire, ainsi qu'à tout organisme ou personne au Canada, des tests de dépistage et des instruments servant à l'utilisation de ces tests qui ont été acquis depuis le 1er avril 2021. Ces dépenses sont bien sûr nécessaires alors que les coûts des systèmes de santé explosent partout au pays. Le taux de croissance des dépenses en santé était de 12,8 % en 2020, soit 3 fois environ le taux de croissance moyen des années précédentes, et les dépenses ont atteint un nouveau record en 2021. Le gouvernement a certes assumé une part de cette flambée, alors qu'il a bonifié les transferts en santé de 5 milliards de dollars au cours de la pandémie. De cette somme, 4 milliards ont été dépensés pour faire face aux besoins urgents dans le système de santé et 1 milliard a été investi dans les campagnes de vaccination. Ces montants-là, ils peuvent paraître importants, ils le sont assurément, et ils viennent sans doute couvrir une partie des dépenses supplémentaires générées par la crise sanitaire. Mais ça reste quand même une faible part quand on sait que plus de 30 milliards ont été nécessaires pour financer les activités liées à la pandémie uniquement en 2020. Mais surtout, ces montants ponctuels, c'est comme on dit chez nous, un diachylon. Là. Ça ne s'attaque pas au nœud du problème, c'est-à-dire le manque de financement structurel des systèmes de santé. Ce sous-financement-là, ça reste un des grands facteurs qui explique que les travailleuses et les travailleurs des systèmes de santé au Québec et partout au Canada sont en détresse et manquent de ressources pour faire face aux vagues qui se succèdent depuis maintenant 2 ans. Je veux rappeler encore une fois la revendication du Bloc québécois, pour laquelle d'ailleurs il existe un front commun du Québec et des provinces rarement vu. On parle même d'une position unanime de l'Assemblée nationale. Ottawa doit faire passer sa contribution au coût global des systèmes de santé de 22 % à 35 %, soit de 42 milliards à 70 milliards de dollars. Pour qu'Ottawa maintienne sa contribution à la hauteur de 35 %, ce qui reste encore grandement inférieur aux 50 % qu'il assumait avant les années 80, celle-ci va par la suite devoir être annexée de 6 %. Cette indexation annuelle va être nécessaire pour pallier les coûts provoqués par le vieillissement de la population, du coût des médicaments et des avancées technologiques. Augmenter la part d'Ottawa du financement en santé à la hauteur de 35 % des coûts totaux, c'est une demande raisonnable et réaliste. Le Conference Board of Canada en a par ailleurs démontré la viabilité économique, autant pour les provinces que pour le fédéral. Tant et aussi longtemps que les systèmes de santé du Québec et des provinces ne seront pas adéquatement financés, le gouvernement trouvera le Bloc québécois sur sa route. Nous continuerons de porter cette revendication sans relâche, car il s'agit de la condition première pour sortir durablement de la crise de la COVID-19. Il faut penser à l'avenir et voir la vérité en face. De nombreuses années et de nombreuses ressources vont être nécessaires pour rattraper le retard qui était déjà déploré dans notre système de santé avant les premières éclosions et qui sera accentué par le délestage actuellement causé par la pandémie. Mes collègues et moi invitons le gouvernement à commencer dès maintenant les négociations sur les transferts en santé afin de renforcer notre système public et universel de soins, comme le stipule clairement la lettre de mandat du ministre de la Santé. L'extrait est de lui et de la lettre. Renforcer notre système public et universel de soins. Fin de la citation. Je profite de l'occasion pour également rappeler à mes collègues une évidence dont j'ai déjà parlé en cette Chambre, jadis dans des allocutions précédentes. La lutte à la COVID-19 va perdurer si le Canada n'apporte pas de soutien à l'effort de vaccination mondial, en particulier dans les pays en voie de développement. Tous les experts avec lesquels on a eu la chance de s'entretenir sont unanimes.
Tant que la pandémie ne va pas être terminée partout, elle va continuer de nous menacer ici. Le Canada est bien sûr un contributeur aux différentes initiatives de vaccination planétaire de l'Organisation mondiale de la santé, c'est vrai. Mais il peut et doit faire plus. Une aide logistique doit être fournie aux pays en voie de développement pour que les vaccins puissent être distribués efficacement à la population et les dons de ces doses excédentaires doivent être faits de façon prévisible pour permettre aux pays qui les reçoivent de les administrer dans des délais raisonnables. Ottawa doit également arrêter de se dire ouvert à la levée des brevets sur les vaccins et les traitements, tout en votant contre lorsque le temps est venu de se prononcer officiellement. On demande au gouvernement d'agir en leader, en prenant ouvertement position en faveur d'une telle levée des brevets à la prochaine rencontre de l'Organisation mondiale du commerce sur son accord concernant les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la DPIC. Les dernières années ont également démontré de façon équivoque l'importance et l'urgence d'améliorer l'autonomie et la fiabilité de nos chaînes d'approvisionnement. Cette pandémie ne sera pas la dernière, surtout pas à l'ère des changements climatiques. En analysant les défis auxquels nous avons fait face depuis les premières éclosions, une conclusion s'impose. Il est essentiel de reconstruire le secteur pharmaceutique québécois. Nous avons besoin d'incitatifs fiscaux ciblés pour favoriser l'établissement de centres de recherche et de production biopharmaceutique. Des partenariats entre nos centres de recherche et de production biopharmaceutique, nos centres de recherche universitaires, et l'industrie doivent être encouragés par du soutien aux tables de concertation qui visent ces objectifs. Et les augmentations, bien sûr, des budgets de recherche doivent se poursuivre. Cette consolidation de nos chaînes d'approvisionnement va nous permettre, entre autres, de nous assurer que la réserve nationale d'urgence soit alimentée par des fournisseurs d'ici. Des pénuries de tests rapides, comme on en a connu en décembre dernier, sont inadmissibles quand la pandémie perdure depuis près de 2 ans. Des productions locales permettraient non seulement de ne pas être dépendants de fournisseurs étrangers uniquement soumis aux lois de l'offre et de la demande, mais également de nous assurer que cette réserve est gérée de manière à ce que le matériel soit suffisant pour nos besoins et que les pertes soient évitées en écoulant nos surplus vers des ONG qui en feront bon usage. Les investissements prévus dans le projet de loi C10 sont incontournables, mais nous attendons du gouvernement qu'il s'attaque dès maintenant aux autres nombreux chantiers que nous avons devant nous. Nous avons une occasion à saisir pour développer un secteur économique stratégique tout en redressant les systèmes de santé durement et dignement. Des institutions qui sont à la base de notre contrat social et qui ont été éprouvées. J'invite Ottawa à ne pas manquer le bateau. Je vous remercie, Madame la Présidente. Questions et commentaires, questions and comments. L'honorable député de Rosemont-la-Petite-Patrie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue pour son allocution. On partage beaucoup de ces analyses-là aussi. Les coupures des conservateurs dans les transferts en santé ont fait extrêmement mal. Puis ces coupures-là ont été poursuivies par les libéraux. On ne le dira pas assez souvent. Et le réseau de santé est sous pression. Le fédéral doit augmenter ses transferts de manière durable, stable et permanente. On est au courant de ça. On est d'accord. Pour faire des économies, il y a aussi une autre solution. Est-ce que mon collègue serait d'accord avec la FTQ, la CSN, la CSQ, l'Union des consommateurs du Québec pour avoir un vrai régime d'assurance médicaments public et universel, ce qui réduirait le coût des médicaments pour les gens, les entreprises et notre réseau de la santé? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci au député de Rosemont pour sa question. C'est en soi, par principe, l'idée d'un régime public d'assurance médicaments, on y adhère. Cependant, le Québec, comme dans bien des programmes sociaux, est souvent tout à fait à l'avance sur les programmes canadiens et sur bien d'autres provinces. Donc, à partir du moment où la proposition inclura clairement un droit de retrait avec pleine compensation financière, là, on marche, il n'y a pas de problème. On est tout à fait pour que le Canada améliore son régime en cette matière, à condition que le Québec puisse avoir sa part du butin et améliorer lui-même ses propres programmes par la suite. Questions et commentaires. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bravo à mon collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte et je lui retourne l'appareil. Une bonne Saint-Valentin également. Alors, j'aimerais savoir pourquoi
pourquoi on a vécu, en fait, depuis les années 60, un changement drastique sur le transfert en santé? Parce qu'on sait très bien qu'au fédéral, c'était davantage la bourse mondiale, ce qui se passe sur les marchés internationaux, notre posture aussi à l'international. Et quelle est sa perception? En fait, j'aimerais qu'il me dise comment se fait-il que tout d'un coup, ce qui était noble au niveau fédéral est devenu apparenté sur on va réduire les transferts, mais si on le fait, c'est sous condition. Qu'en pense-t-il? L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Canadienne perpétuelle et permanente à la centralisation. L'État canadien évolue de plus en plus dans une dynamique unitaire. Il essaye de s'ingérer dans des juridictions qui souvent ne sont pas les siennes. Et dans le cas présent, en plus, en disant on va y aller, mais à condition qu'on crée toutes sortes de programmes et de filets qui vont permettre une invasion des juridictions du Québec, mais en n'envoyant pas cet argent-là sans condition, il condamne le Québec qui était dans une dynamique de construction de son État depuis les années 60 à redevenir tout simplement une province comme les autres, qui est obligée, qui est obsédée en permanence par le financement de son système de santé. Il doit laisser toutes les autres fonctions. Donc, la construction de l'État-nation comme québécois, comme foyer de la nation québécoise, on peut dire que c'est en déclin de par, notamment, le fait que la province est asphyxiée sur le plan budgétaire. We have time for a brief question. Une dernière question brève. Questions and comments? A brief question. The honourable member for... Le député de Vancouver-Kingsway. Merci, Madame la Présidente. Une réponse rapide. Le projet de loi a 2 paragraphes de longueur. Je suis d'accord avec mon collègue, on a besoin d'investir davantage dans le système de santé. Je crois qu'il faut augmenter les transferts, mais là, c'est 2,5 milliards de dollars pour acheter des tests rapides à distribuer aux provinces et aux territoires. Mon collègue est-il d'accord avec ça? Ou bien, pourquoi pense-t-il qu'il faudrait ralentir les choses? Qu'y a-t-il de mal avec l'intention du projet de loi? Saint-Hyacinthe-Bagotte a 1 minute pour répondre. Oui, bien, ça va être très court. En fait, j'ai plutôt dit qu'on était favorable. Tout simplement qu'il manquait de choses, mais qu'on était favorable. On ne peut pas être contre la vertu. C'est un transfert. On n'est pas contre les transferts, loin de là. Donc, je ne vois pas du tout dans mon allocution à quel endroit j'aurais dit qu'il fallait ralentir d'une quelconque façon les transferts de tests rapides.